Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le live d'Histoire en Histoire, Guillaume DHEH sur Twitch, j'espère que vous allez bien, et bienvenue aussi à notre invitée de ce soir, Justine Cudorge. Bonsoir Justine. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Tu étais doctorante en histoire médiévale, donc spécialiste de la période dédiée aux Mérovingiens, plus spécifiquement, et ma formulation sera sûrement maladroite, donc je te laisserai la reformuler juste après, spécialiste notamment donc des figures féminines à la cour mérovingienne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors, moi avec je Montefeltro? travaille surtout en fait spécifiquement ce qu'on appelle la polygynie franque, donc c'est-à-dire la façon dont les familles royales se perpétuent, hein. On va parler un petit peu de mariage, on va parler de la façon dont on fait les enfants. Et ensuite, en ce qui concerne les figures féminines, en tout cas les figures des palais, je me contente, on va dire, à la cour, dans ma thèse. J'essaye en fait de voir, comment est-ce que les femmes en fait s'incarnent comme des figures, politiques et des figures, d'autorité en général. C'est-à-dire comment est-ce qu'elles sont intégrées à la famille royale, comment est-ce que finalement elles développent aussi parfois des ambitions politiques ou des ambitions militaires, ce genre de choses. Voilà, Là, et ça ça fait tombe. 4 ans que je suis dessus. Voilà, ce qui est une durée normale, hein, puisque les gens ont souvent tendance à penser qu'une thèse, c'est 3 ans, tout pile, tout beau, tout Oui. propre. En sciences sociales, et en histoire en particulier, non, genre carrément pas. Voilà, donc non, non, c'est beaucoup plus long en sciences sociales. En sciences dures, généralement, ça tient à peu près les 3 ans, mais ça arrive que ça dépasse. En sciences sociales, les 3 ans, c'est à titre indicatif, hein. Et en 3 ans, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut réussir à faire une thèse, très complète, surtout en travaillant parfois à côté ou en travaillant, puisqu'on est censé faire des missions d'enseignement quand même. Donc les gens qui arrivent à tenir en 3 ans, franchement vous êtes des dieux, vous êtes très doués. Chapeau à vous. Bien, et donc tu évoquais justement le fait de t'intéresser aux figures féminines et justement à leur place à la cour. Et ben ça tombe bien, Mmh. puisqu'on s'intéresse à la société mérovingienne ce soir, et que dans cette société mérovingienne, on a la chance d'avoir un certain nombre de figures féminines qui ont marqué les annales, et qu'on va pouvoir évoquer dans la joie et la bonne humeur ce soir. C'est quand même bien foutu. C'est très, très bien, c'est une très bonne idée d'ailleurs. On dirait presque qu'on a défini le sujet ensemble, c'est vraiment ça Mais tombe oui, dis bien donc, quoi. c'est ce que je me disais, ça tombe quand même merveilleusement bien. On peut peut-être partir du début, puisqu'on a dit qu'on allait s'intéresser aux Mérovingiens et qu'il s'agit d'une dynastie royale franque, se poser la première question, qu'est-ce que c'est finalement que les Francs, avec des guillemets, et comment est-ce qu'ils en sont arrivés, avec d'autres peuples que les Romains qualifiaient de barbares, à diriger des territoires qui anciennement étaient justement sous l'autorité de l'Empire romain d'Occident. Très, très vaste question. Déjà ce qu'il faut savoir, bon, je pense que tout le monde sait plus ou moins que les Francs sont des populations assimilées, de Germanie. En tout cas, ce sont des populations qui viennent de Germanie, donc ce qui pourrait être l'actuelle, Allemagne, la Saxe, ce genre de choses. On a des populations qui viennent de beaucoup plus loin, je pense par exemple aux Goths en général qui se rapportent, souvent par exemple des actuels, territoires scandinaves ou même plus loin encore vers l'Europe de l'Est. Donc on a toute une théorie aussi des Lombards qui viendraient plutôt du Caucase ou ce genre de choses. Donc ce sont finalement des populations qui viennent d'assez loin, dans le centre de l'Europe, qui sont voisines finalement des populations, romaines et gallo-romaines, puisqu'on va parler beaucoup de la Gaule, donc bon, je vais surtout traiter de la Gaule, mais ce sont des populations qui ont aussi rencontré un peu les Romains, par exemple au niveau de l'Italie ou au niveau de ce qui va être ensuite Constantinople, et son territoire. Et donc ces populations finalement, elles viennent d'assez loin, dans le temps, hein, puisqu'on a par exemple la Germanie tacite qui nous en parle, de ces populations qui sont en contact avec l'Empire romain, avec la civilisation romaine. Donc ça fait longtemps finalement que ces populations se connaissent et finalement elles entrent en fait en confrontation, on va dire, au niveau du IVe siècle. Donc des populations qui vont commencer à se rencontrer et finalement culturellement, en tout cas, à s'amalgamer. Aujourd'hui, on a tendance un petit peu à retirer ce côté un petit peu passer sur les mots, par exemple, de romanisation, voilà, ce sont des mots qui sont un petit peu tombés en désuétude actuellement, qui sont un peu challengés par certains historiens qui voudraient parler plus de créolisation. On est vraiment dans une espèce
de tendance finalement les cultures s'amalgament les unes les autres plus qu'elles ne sont conquises par la romanité, par la culture romaine. On est vraiment un peu dans un moment où les cultures vont se confronter les unes aux autres et dans des situations assez plus en tout cas plus pacifiques qu'on aimerait le dire, puisque par exemple la ville de Cologne, est un grand centre de culture, à la fois romaine, à la fois germanique, ou en tout cas parmi ces populations germaniques qui sont assez diverses. Ça, c'était pour un petit peu tout ce côté, des populations germaniques entre elles, pour montrer à quel point elles sont complexes, elles sont multiples, ces relations avec l'Empire romain. Après, pour ce qui est des Francs en eux-mêmes, c'est assez complexe puisque les Francs en eux-mêmes sont quand même une confédération de plusieurs peuples. Les Francs, en tout cas, qui vont nous intéresser, c'est-à-dire les Francs qui vont donner les Mérovingiens, sont souvent appelés les Francs saliens. Alors pour une raison qu'on a du mal parfois à remettre en perspective. Il y a beaucoup de théories sur pourquoi les Francs saliens, qu'est-ce que c'est que ce terme de Francs saliens? Alors il y a des théories qui sont plus, liées à la toponymie, parfois qui sont liées, avec, avec des idées, par exemple liées, j'ai même vu quelque chose lié au commerce du sel. Moi personnellement, si je devais donner, mon avis, je suis plus du côté toponymie, hein, c'est quelque chose que je préfère en général, mais on n'a aucune certitude précise de pourquoi ces francs s'appelleraient des Français. Mais anyway, pour dire que ce sont des populations qui forment une confédération, donc il y a différents francs et finalement ces francs saliens passent du côté de l'actuelle Belgique, à un moment donné, ils arrivent comme ça dans cet ancien territoire romain qui, à ce moment-là, perd en tout cas en l'autorité romaine se délite un petit peu, donc elle perd un petit peu de ce qui était son autonomie, gallo-romaine et ça permet à cette population finalement de franchir un peu le Rhin et en tout cas de s'avancer plus dans les anciens territoires romains et de commencer à s'installer, sur place. Ouais, tu souhaitais du coup faire un petit point peut-être sur la constitution, non plus sur l'origine des Francs eux-mêmes, mais sur la constitution de leur petit royaume, c'est ça que tu voulais dire? Oui, alors, Ouais, vas-y. plus que la constitution du petit royaume, en fait, c'est plutôt le moment où les Francs franchissent en fait, alors pour remettre un petit peu en perspective, heu, les Francs sont vraiment au début implantés dans l'actuelle Belgique, autour en fait de la ville qu'on appelle Tournai en général, donc les gens qui sont très doués en géographie pourront savoir la placer directement. Merci à eux. Donc c'est autour de cette ville en fait, de cette cité plutôt, que se concentrent finalement l'influence franque pendant assez longtemps, en tout cas pendant le règne de Childéric, donc qui est le premier souverain franc qu'on arrive en général à dater, heu, puisqu'on a retrouvé sa tombe, donc on a pu dater avec les pièces de monnaie qui se trouvaient dans la tombe. Les autres souverains avant lui sont plus difficiles en fait à matérialiser historiquement parlant. Moi en tout cas, je ne vais pas en parler, tout ce qui est Mérové, tout ce qui est voilà, moi ce sont des rois qui sont évanescents, partie de la légende plus qu'ils font partie de l'histoire, donc bon, on va les laisser de côté. On va dire que tout commence en fait avec Childéric, même si bon, on imagine bien qu'il y avait d'autres rois avant, hein. C'est pas pour dire qu'ils n'existaient pas, mais voilà, on peut pas en parler plus. Donc Childéric, en fait, il a une autorité, du côté de Tournai, en fait, donc dans l'actuelle Belgique et il se trouve qu'à un moment donné, il entre en fait en confrontation avec, un général romain, donc qui s'appelle Syagrius, qui en fait a repris un peu l'autorité, sur les Gaules à ce moment-là, puisqu'il était un peu il a s'est un peu, sorti du giron finalement de l'Empire romain. En tout cas, il a réussi lui-même à établir son autorité et donc finalement, c'est à partir du moment où Syagrius va tomber, que va pouvoir un peu s'établir cette influence, franque en Gaule. Donc c'est à partir de ce moment-là que la Gaule va commencer à devenir une Gaule mérovingienne, une Gaule franque et plus seulement une Gaule gallo-romaine. Petit aparté quand même pour préciser que finalement, cette influence franque, elle a à la fois son côté de particularisme, hein, puisque la culture franque en elle-même existe. Elle a un particularisme, ses fonctions politiques, dans sa façon de se représenter, militairement et politiquement parlant, mais on est un peu sur une acculturation avec la Gaule, gallo-romaine et donc on a déjà un début un petit peu d'assimilation qui fait que, finalement le pouvoir on n'est pas si étranger. On n'est pas non plus sur des gens qui sont venus, du Pérou, d'un seul coup, qui ont débarqué, avec leurs coutumes, complètement différentes. Non, on est quand même un petit peu sur une société voilà, qui est en pleine assimilation, en tout cas qui est en train de reprendre un peu les codes de chacun.
En illustration de ce que tu disais sur ces rois évanescents dont on n'est pas tout à fait sûr qu'ils aient existé, qu'on a Mmh. en tout cas, qui sont cités dans les sources mais qu'on a beaucoup de mal à retracer, à identifier véritablement, moi j'avais retrouvé cette peinture du 19e siècle, qui est donc le Mmh. portrait du supposé premier roi des Francs, il me semble, hein. En tout cas il me semble qu'il est présenté comme ça dans les chroniques, qui serait donc Pharamond. Euh, Oui. voilà, donc un roi complètement fantasmé à ma connaissance, Oui, oui. et qui serait donc le premier à avoir rassemblé les Francs et à les avoir menés donc vers leur première grande conquête contre les Romains, de façon assez rigolote. D'ailleurs, on voit déjà que dans le tableau, il y a des insignes qui évoquent l'armée romaine, en fait. Donc c'est assez rigolo. Et en même temps, on voit que l'auteur a laissé quand même des prêtres païens. En même temps, il y a le cliché du bouclier sur lequel le souverain serait porté, un petit peu comme dans Astérix, donc une espèce de truc vaguement gaulois, on sait pas trop. Bon, là, on est dans les représentations du 19e siècle, donc c'est un petit peu open bar, mais, euh, mais voilà, il y a Oui, oui, cette illustration on un petit peu a rigolote et très jolie. Le on a tableau est joli. énormément de mal de toute façon à concevoir et à matérialiser la culture germanique et la culture franque en elle-même. Même dans les sources, c'est pas très clair puisque parfois on a des mentions de certains auteurs, donc je pense par exemple à Grégoire de Tours qui cite, à un moment donné des costumes en disant: «Bon, elle est habillée à la mode franque». Mais qu'est-ce que c'est Grégoire la mode franque? Explique-nous. Donc on ne sait pas tellement en fait, se représenter finalement cette différence qu'il y aurait entre la culture franque et la culture romaine. Et même au niveau des représentations qui sont faites aujourd'hui, par les historiens qui essayent, par exemple, de reconstituer les costumes, de reconstituer je pense par exemple à les emblèmes ou les insignes de la royauté, on voit qu'il y a une influence manifeste de la culture byzantine, par exemple. Donc la culture byzantine, elle est romaine, d'une certaine manière. Donc on n'arrive pas du tout à se représenter, les choses et c'est très compliqué, en tout cas, d'établir quelque chose, iconographiquement parlant, de toute façon, on n'a rien. Puisque la plupart des représentations les plus anciennes qu'on puisse avoir, par exemple, elles sont soit totalement, romanisées, je pense par exemple aux pièces de monnaie, ou Mhm. alors, tout ce qui est les enluminures, les illustrations de manuscrits, de toute façon elles sont carolingiennes, donc elles ont leur propre époque aussi, donc de toute façon les tableaux, tout ça, ça sera c'est complètement inventé en général. Et donc du coup, ce royaume franc donc, se constitue progressivement, tu l'as dit, donc, dans ce qui est aujourd'hui le nord de la Belgique, donc Mmh mh. autour de Tournai. Ça fait un petit royaume de Tournai qui, au fur et à mesure donc, des événements de la fin des années 400, donc de la fin du 5e siècle, va grappiller un peu quelques territoires autour, jusqu'au règne donc du roi auquel on pense tout de suite normalement quand on pense aux Mérovingiens, c'est-à-dire Clovis. Et donc Clovis, lui, donc, va conquérir tout un tas de choses. Ça, donc, ce sont les divisions de la Gaule en 511, donc à la fin du règne de Clovis. Mais pendant ce Mmh. règne de Clovis, on a une image d'Épinal tenace, qui ne cesse d'être ravivée dans tout un tas de discours et d'idées reçues qu'on peut avoir sur l'époque mérovingienne. C'est le vase de Soissons. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette histoire du vase de Soissons? Alors le vase de Soissons qui fait partie un petit peu de la petite histoire, hein. Je pense qu'on a tous plus ou moins entendu parler de cette histoire et surtout, bah, de la petite morale qu'on est censé en tirer, hein. C'est, l'histoire de Clovis qui fait la guerre et à un moment donné, parmi ses soldats, il y en a qui récupèrent un superbe vase, en fait, dans une église, en tout cas dans la cathédrale, de Reims et qui veulent, en fait, le garder ce vase puisqu'il est beau et puis parce que, on est à une époque où finalement les soldats font du butin, les soldats se partagent le butin à la fin et donc un soldat, en l'occurrence, décide qu'il faut absolument qu'il garde ce vase. Mais ce n'est pas tellement ce que Clovis voudrait faire puisque lui, en fait, il est entré en pourparlers avec Rémi, donc l'évêque de Reims qui lui a demandé de lui restituer ce vase, en fait, qui est important pour l'Église. Donc Clovis, oui, il voudrait bien, en tout cas c'est ce qu'il pense faire puisque ça lui permettrait d'avoir des bonnes relations avec Rémi. Seulement le soldat, en fait, décide que ce n'est pas juste, que, Clovis n'a pas le droit, en fait, de décider de quel soldat garde quoi et de quel soldat doit lui rendre, le vase et il le casse, en fait. Donc il casse le vase en disant, «Tu ne l'auras pas, c'est comme ça». Et donc passe une année et l'année suivante, on a une revue de troupes un peu plus ou moins, donc Clovis est en train d'inspecter ses soldats
et à un moment donné, en fait, il fait une petite feinte au soldat qui a cassé le vase et il lui fout un coup de hache dans la tête, très sympathiquement évidemment et il lui crie, «Souviens-toi du vase de Soissons». Voilà, donc ça, c'était la petite histoire et la petite morale qui est, c'est pas bien de voler, c'est pas bien de ne pas écouter son chef, hein, puisque le soldat aurait dû, accéder à la demande de Clovis qui lui était un roi sage, un roi qui fait de la justice et la justesse. Qu'est-ce que ça nous raconte cette histoire? Heu, et bien tout simplement que, à cette époque, les souverains francs finalement, ce qu'on essaye en tout cas de montrer dans cette histoire, c'est que les souverains francs sont finalement assez, inclus, dans la politique locale. Ils sont au courant. On n'est pas sur l'image qu'on a un petit peu des Vikings, en tout cas des Scandinaves qui apparaîtront, quelques siècles plus tard, qui détruisent un peu les églises sans en avoir, rien à faire. Non, là en fait, on est vraiment sur un peu un contact, entre 2 cultures, entre 2 entités politiques différentes et les souverains francs, en tout cas Clovis, est à même en fait, de fonctionner en bonne intelligence en fait avec les élites, religieuses et les élites gallo-romaines qui se trouvent en Gaule à ce moment-là et pour faire finir un petit peu sur cette idée de l'assimilation, on va parler un petit peu aussi du fait que Clovis finalement il a des insignes aussi qui sont liés un petit peu à la culture romaine, puisque lui-même reçoit en fait des insignes qui font de lui un consul à un certain moment, en tout cas qu'il l'assimile en tant que consul. Il les reçoit en fait de l'impérator Anastase et qui est empereur à Byzance à ce moment-là, à Constantinople et c'est quelque chose qu'avait déjà reçu son père. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans la tombe de Childéric et qui prouve que lui-même était déjà, institué comme en tout cas un agent du pouvoir impérial, un agent sur place qu'on le reconnaissait comme quelqu'un qui avait l'autorité avec la bénédiction de Constantinople. Finalement, ce qui est intéressant avec ce vase de Soissons, c'est qu'en fait, enfin, l'anecdote incarne complètement, si je te suis bien, la question du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir dans plusieurs directions. D'une part, le pouvoir du chef sur sa troupe, enfin l'autorité du chef sur sa troupe, l'indépendance du coup des membres de cette troupe vis-à-vis d'un roi, qui n'est pas forcément un roi comme on pourrait se l'imaginer, tout puissant, qui peut prendre le butin comme il veut. Il y a des règles de partage du butin et les soldats peuvent revendiquer une certaine liberté. Et en plus, il y a un pouvoir, en tout cas une autorité, des liens politiques discutés, à tisser, à renforcer entre le souverain franc, donc sa troupe d'une part, les élites gallo-romaines d'autre part incarnées par Rémi, et dans le cadre de ce rapport aux gallo-romains, il y a un facteur bonus qui est l'Augustus, donc le futur Basileus byzantin, donc l'empereur, qui redonne des insignes impériaux pour légitimer encore un petit peu plus l'autorité de ce roi franc qui tient la boutique, pendant que les Romains, eux, n'en sont plus tout à fait capables, mais aimeraient bien continuer quand même à avoir de l'influence dans la région. Donc il y a un enchevêtrement de rapports de force et de pouvoir que cette histoire très anecdotique du vase de Soissons vient un petit peu symboliser, si je t'ai bien suivi. Oui, oui, c'est parfait, c'est exactement ça et je rebondis juste sur ce que tu as dit parce que c'était assez intéressant, enfin c'était très intéressant même, et c'est quelque chose qu'on pourrait développer sur cette question un petit peu de comment est-ce que les soldats, en tout cas, sont intégrés à l'autorité royale. Alors, je n'ai plus en mémoire, les termes qui sont vraiment utilisés pour parler du soldat de dans l'histoire du vase de Soissons, mais on est bien d'accord que il y a une élite militaire, il y a une élite, franque militaire en tout cas qui est là, et qui a vraiment, qui donnera un peu naissance à tout ce qu'on appellera un peu l'aristocratie, en tout cas l'élite aristocratique franque et il est tout à fait possible par exemple que ce soldat, ce soit pas juste un vague troupier, hein. Ouais, ça c'est possible que ce soit un membre un peu de cette élite, militaire et en tout cas pour la suite et la façon dont se conduisent un petit peu les conseils royaux francs, avec les autres souverains qu'on aura, on a un peu cette question de, tant que l'élite, est d'accord, les rois gouvernent. Mais à partir du moment où l'élite n'est pas d'accord, il peut y avoir opposition au souverain. Donc on a un peu cette question de savoir, oui, comment sont intégrés les membres de l'élite militaire et il est fort possible, par exemple, qu'à cette époque, en tout cas, Clovis ne soit finalement qu'un roi telé, comme on dit. Donc j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, on peut supposer qu'il n'était peut-être pas un roi avec une pleine autorité, en tout cas de là à vraiment décider, à ordonner,
qui dispose de quoi? Non, peut-être qu'il n'en était pas encore à ce point-là, ou en tout cas qu'il ne dominait pas, de manière aussi franche et écrasante, le reste de ses troupes. C'est fort possible. D'où l'intérêt pour lui d'entrer dans les bonnes grâces des élites religieuses pour renforcer son pouvoir, puisqu'il ne peut pas le faire, j'allais dire, en s'appuyant sur les règles habituelles de la troupe, pour le faire d'une façon détournée, en ayant une espèce de vernis religieux qui dit oui, là, il a tapé sur Bidule, alors que normalement il n'aurait pas dû, mais c'était au nom de l'Église, donc du coup ça fonctionne. Oui, tout à fait. Et puis, on a la même chose aussi avec le pouvoir impérial romain d'ailleurs, puisque, Clovis, tout au long de son règne, finalement, va être un peu, en guerre constante avec Théodoric, donc qui est souverain ostrogoth, donc dans l'Italie, actuelle. Et clairement, on voit qu'il y a une façon pour Rome de diviser pour mieux régner. Et donc, c'est ça sert beaucoup à Constantinople à ce moment-là de voir oui, j'ai dit Rome d'ailleurs, mais c'est Constantinople, on est bien d'accord, l'Empire romain de Constantinople. Et on voit que Constantinople, en tout cas, a beaucoup d'intérêt à soutenir Clovis et le pouvoir franc, plutôt que le pouvoir, des Ostrogoths et le pouvoir de Théodoric qui, à ce moment-là, siège, entre Ravenne et Rome, oui. Il y a complètement cet enchevêtrement d'intérêts qui fait que, c'est beaucoup plus intéressant pour Constantinople, en tout cas, de reconnaître un seul pouvoir qui est le pouvoir franc. Alors de mémoire, cette reconnaissance du pouvoir franc, effectivement, elle est basée sur plusieurs facteurs. D'une part, on va en parler un tout petit peu plus tard, mais il y a la question religieuse, c'est-à-dire que Oui. tous ces rois barbares sont christianisés, en tout cas ils sont baptisés. Mmh. Le truc, c'est qu'ils ne sont pas baptisés selon le même rite chrétien, donc il y a des rivalités de chapelle au sens propre entre eux. Et il se Ça trouve. serait trop simple sinon. Oui, ça serait trop simple, sinon où serait le plaisir? Si on n'a pas une bonne raison de se taper dessus devant monsieur le curé, on a perdu sa journée. Et, euh, et donc, il y a cette rivalité religieuse et spirituelle là, et il se trouve que dans cet échiquier spirituel, Clovis est aligné sur Constantinople, puisqu'ils sont tous les deux nicéens, c'est-à-dire ils répondent au même credo religieux. Euh, Contrairement aux autres rois barbares, donc les Ostrogoths, les Visigoths, les Burgondes, surtout c'est surtout ceux-là qui vont nous intéresser, qui eux sont ariens, donc qui est Oui, une autre branche du complètement, oui. christianisme à ce moment-là, qui est considérée donc par les Nicéens comme hérétique. Oui, complètement, on est complètement déjà sur cette division, de toute façon, vous prenez l'histoire religieuse, vous avez toujours des moments où il y a eu des partis différents, où on est très habitués, nous, avec les catholiques et les protestants, mais on est exactement sur cette même distinction à l'époque du 5e, 6e siècle avec les ariens et les nicéens. On a vraiment cette question de savoir, quel royaume finalement va pencher, de tel sens. C'est vraiment un enjeu, majeur en fait de cette période, d'essayer de faire pencher les royaumes barbares vers le credo nicéen plutôt que l'arianisme. D'ailleurs, Grégoire de Tours n'est vraiment pas tendre avec les personnages ariens de sa chronique, hein. Vraiment les Ostrogoths et les princesses ostrogoths sont vraiment des espèces de dégénérés assoiffés de sang et de fesses, dans sa chronique, vraiment, il essaye de les dépeindre de la pire des manières possibles. Et ce sont des villes tentatrices et empoisonneuses, hein, c'est bien connu. Mais on a vraiment ce clivage, religieux et culturel qui se met en place à cette époque, et Clovis, en fait, finalement, tire un peu son jeu en devenant chrétien, en tout cas en devenant chrétien nicéen, heu, qu'on peut définir déjà comme catholique, le terme est en usage en tout cas, donc on peut définir le catholicisme comme déjà de cette époque. Mais du coup, j'aurais dû commencer par l'autre aspect, qui est que Théodoric, à la base, donc avec les Ostrogoths, a reconquis l'Italie pour le compte des Byzantins, Mmh mh. avant de les envoyer sur les roses, en leur disant bah, finalement j'y suis, j'y reste. Et ça explique aussi pourquoi les Byzantins préfèrent favoriser du coup les Francs désormais pour essayer de mettre en situation délicate les Ostrogoths le plus possible. Donc il y a ce vernis géopolitique qui se rajoute à la dimension religieuse. Oui, et en plus, Constantinople pendant assez longtemps va faire figure un petit peu aussi de prison dorée. On va beaucoup capturer des princes, des royaumes barbares occidentaux. Beaucoup vont vraiment vivre, en captivité à Constantinople. Ils vont être récupérés, vont être enlevés parfois dans des conflits, ou on va les confier à d'autres moments puisqu'on va considérer que c'est le meilleur moyen pour eux de survivre aux guerres intestines. Mais oui, Constantinople va vraiment, devenir un pôle majeur dans la diplomatique
et la géopolitique finalement de l'Occident, enfin en tout cas de l'Europe de l'Ouest, puisque, c'est vraiment eux qui vont faire la pluie et le beau temps, hein. Ils vont relâcher parfois des gens en disant: «Bon allez débrouille-toi, va semer un peu la zizanie, du côté des royaumes barbares» et ça va fonctionner, assez souvent. La bonne vieille diplomatie byzantine, bien sûr. Oui, parfaite. Un bonheur. Est-ce que en 2 minutes peut-être évoquer comment parce que les Mérovingiens vont pas rester dans cette orbite byzantine, enfin romano-byzantine pendant longtemps et c'est encore considéré comme l'empire romain. Hein. Nous on appelle ça l'empire byzantin, mais les Byzantins eux-mêmes veulent qu'on les appelle les Romains et à l'époque on les appelle encore les Romains. Mmh. Est-ce que tu veux évoquer juste rapidement en 2 minutes comment les Francs vont finir par se détacher et par devenir indépendants de ce pouvoir byzantin avant qu'on passe au baptême de Clovis, si tu veux bien? C'est assez progressif en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que, on a assez souvent l'idée que les Mérovingiens sont une dynastie qui est assez heurtée, alors que finalement c'est une dynastie qui se coule assez bien, contrairement à d'autres dynasties. Je pense par exemple aux Ostrogoths et aux Wisigoths qui vont pas du tout réussir à maintenir une dynastie, une succession en tout cas de règne qui est assez fluide. Et pour les Byzantins, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est très, très compliqué pour eux, donc on a souvent des changements de tendance, des changements de pouvoir et finalement, en fait, d'un règne à l'autre, on voit que parfois certains souverains mérovingiens ne reconnaissent pas, les successeurs des empereurs ou des impératrices avec qui ils ont formé finalement des alliances politiques ou diplomatiques et donc finalement l'influence byzantine va être assez, précaire, ce qu'on en voit avec les souverains mérovingiens, avec la façon dont certaines, personnalités, travaillent en tout cas cette diplomatie, on voit que finalement assez vite, Constantinople n'est pas que le seul référent. Quelque chose qui se crée après et qui se dynamise, au niveau de la Gaule elle-même. Oui, donc la création finalement, une autonomisation des Mérovingiens par rapport au pouvoir impérial, qui vont du coup commencer à imposer leurs propres règles du jeu dans leur environnement immédiat, pour Voilà. à très grands C'est-à-dire que traits. c'est, au niveau de pardon, excuse-moi, je crois que je t'ai coupé, mais au niveau de la Gaule, oui, on a vraiment cette question un petit peu de la Gaule qui va devenir un peu le pivot de sa région, en fait, pour tout. Ceci étant posé, on va pouvoir revenir en arrière, faire un rétro-pédalage en règle et revenir à notre histoire de Clovis et de son baptême. Oui, alors le baptême de Clovis, qui est très, très connu, là aussi on s'attaque vraiment à une grosse image d'Épinal, avec cette question un petit peu de comment est-ce que la France est devenue la fille aînée de l'Église et de comment est-ce que la France est arrivée un petit peu dans le giron de l'Église catholique et bah, c'est à Clovis qu'on le doit ou en tout cas c'est à l'influence de son entourage ou en tout cas à l'influence, politique, qu'il cherche à obtenir à cette époque, donc ça on l'a déjà dit un petit peu tout à l'heure. C'est vraiment lié à un contexte politique et religieux qui est assez, complexe à cette époque. Heu, Dans les sources, c'est pas très clair, mais parfois on a des petites mentions qui nous laissent penser qu'en tout cas, il y a un petit peu des lobbies qui se créent, dans le dans l'enceinte un petit peu de l'entourage royal. La confrontation, elle se fait en fait au niveau de comment est-ce qu'on se représente la Trinité. Ce qu'il faut savoir, c'est que, heu, tout ce qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, bon, c'est pas quelque chose qui est inné. Ça a été beaucoup discuté, pendant très longtemps et du coup les ariens rejettent en fait, la perspective d'une Trinité, égale, c'est-à-dire que le Fils soit égal au Père, et au Saint-Esprit. Bon, ça, c'est quelque chose qui est rejeté par les ariens, mais c'est aussi lié en fait à la culture profonde des populations germaniques puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers, la 1re Bible en fait qui a été traduite, dans des langues vernaculaires, donc la langue gothique ou ce genre de choses, sont, des bibles aryennes. Donc finalement les populations, germaniques vont entrer pour la première fois en fait en contact avec le christianisme par le biais en fait du credo, arien, enfin en tout cas de la foi arienne. Donc finalement, c'est aussi très lié un petit peu à un contexte, géopolitique et culturel, cette, distinction puisqu'on a un peu ce côté de les Romains et les Byzantins sont, catholiques, nicéens, tandis que finalement les populations, germaniques, les populations, franques sont, enfin, seraient normalement tournées vers ce côté arien, ce côté des bibles qui ont été rédigées dans leur langue et cetera. Donc ça, c'est un petit peu pour poser le contexte. C'est ce qui fait que 2 des grands royaumes, barbares de cette époque, que sont les Visigoths et les Ostrogoths, sont ariens, à cette époque, ils sont vraiment,
des bastions de la foi arienne. On est vraiment sur des personnages assez emblématiques à cette époque de la foi arienne. Les Francs, en tout cas, sont païens. En tout cas, c'est ce que Grégoire de Tours essaye de nous dire, à travers sa chronique quand il précise que du coup, Clovis adorait ses anciens dieux. On a finalement ce personnage, de Clovis qui intervient à ce moment-là et qui, va, à un moment donné, choisir de devenir nicéen, en tout cas d'adhérer à la foi nicéenne et de devenir, catholique. Mais, quand on creuse les sources, en fait, on s'aperçoit que finalement c'est passé à un cheveu, en fait, de l'arianisme. Parce qu'on a des populations ariennes qui sont assez fortes, des communautés du côté de Tournai et on sait qu'au moins 2 de ses sœurs, sont ariennes. Il y en a une qui du coup s'est mariée, du côté, des Ostrogoths puisqu'elle est devenue l'épouse de Théodoric, donc ça on a ce côté, elle restera arienne, il y a pas de solution. Par contre, on a une de ses sœurs qui va se baptiser avec lui et qui va changer de confession, qui va accepter de devenir, nicéenne au lieu d'être arienne. Donc finalement, on voit qu'il y a ce bastion un petit peu, familial, un petit peu, de la maison, qui est quand même très très arienne et qui fait que peut-être la balance aurait pu pencher de ce sens-là. Finalement, c'est tombé, du côté de la foi nicéenne et ça, on peut peut-être le mettre sur le dos de Clotilde, donc qui est l'épouse de Clovis et qui est justement qui est chrétienne catholique. Là encore, c'était pas forcément quelque chose de si clair que ça, puisque Clotilde, en fait, elle vient d'une famille qui normalement est arienne. Les Burgondes sont ariens, donc comme c'est une princesse burgonde, elle aussi elle aurait dû, en tout cas, être arienne. Mais il y a une scission, en fait, dans la famille royale burgonde et les parents de Clotilde étaient nicéens, étaient catholiques. Donc elle-même est une princesse catholique et essaye, voilà, de convertir son époux. C'est quelque chose qui est très lié à à sa figure. En tout cas, elle fait preuve de beaucoup de prosélytisme, auprès de son époux. On sait que, par exemple, elle a baptisé, plusieurs de leurs enfants, contre son avis d'ailleurs, puisque lui n'a pas voulu, les faire baptiser. Mais elle a déjà entretenu leurs enfants dans le culte catholique et finalement, quand Clovis se convertit, il rejoint un peu le reste de sa famille, ses enfants, sa femme et cetera. Je fais juste un petit aparté pour dire que la date en elle-même, elle continue toujours de bouger. Donc, si des gens sont un peu surpris par les dates, actuellement du baptême de Clovis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est absolument pas certain de la date en elle-même. Elle n'est pas posée dans les sources et on sait qu'elle est liée, en fait, à une bataille que Clovis mène contre les Alamans, mais comme il a mené plusieurs batailles contre les Alamans, il y a rien de sûr non plus. Que elle aussi, en fait, entre 496 et 506, mais il y a vraiment rien de certain pour ce coup-là. Pour ce qui est un petit peu de la façon dont le mythe est entretenu, bon, il est quand même très lié aussi à la façon dont on raconte les histoires de voilà, de souverains qui se christianisent. On retrouve un peu les mêmes éléments que quand on a Constantin, donc l'empereur romain a cette épiphanie, il se dit: «Ah là là, je vais, au pont Milvius», quand il se décide de devenir chrétien. Donc on a vraiment toujours un petit peu les mêmes choses qui reviennent, les mêmes laïus, les mêmes poncifs dans la façon de dire. On a assez peu de sources en fait, directes qui nous explicitent ce baptême. Il reste encore assez mystérieux et il est quand même très gangréné un peu par la petite histoire et la façon dont on a décidé de se le représenter, a posteriori. Très, très beau tableau d'ailleurs que j'aime beaucoup en illustration. Comme tu le dis, on n'est pas sûr de la date, pardon, pas de la taille, du baptême. Néanmoins, on est sûr qu'il arrive de toute façon dans les dernières années du règne de Clovis. Ça s'est posé, c'est acté. Et donc, finalement, Oui, oui. la christianisation en elle-même, c'est pas Clovis de toute façon qui va la faire et qui va l'accomplir jusqu'au bout. Ce sont plutôt ses héritiers après lui. Donc les enfants élevés dans le catholicisme qu'il a eu avec Clotilde. Oui, c'est ça, oui, on a vraiment des souverains qui sont très peu connus en fait, dans la grande histoire, on va dire, puisqu'on retient surtout Clovis. Mais, ce sont surtout ces enfants en fait qui vont jouer vraiment des rôles assez importants. Je pense par exemple à des souverains comme Childebert Ier et Clotaire Ier, donc qui sont les 2 fils en fait de Clovis, enfin, parmi les fils de Clovis puisqu'il en a eu plusieurs et qui vont beaucoup jouer en fait des rôles en tout cas dans l'établissement de certaines zones, de certains, de certaines fondations pieuses, de certaines fondations religieuses, ont beaucoup aussi, fonctionné autour des saints,
commence à établir un peu des tombeaux de saints, des reliques, des choses comme ça. Donc c'est vraiment en fait avec la génération des enfants que commence à naître un petit peu cette Gaule chrétienne qui va ensuite se développer pour devenir un peu cette, ce pilier un petit peu de la religion chrétienne côté occidental. Mais oui, voilà, c'est vraiment avec la génération d'après que commence à se développer cette culture religieuse. Diane de Joyeuse qui du coup se moque un petit peu de nous gentiment en disant passion, peinture, troubadour, avec C'est donc... magnifique la peinture troubadour. Ah mais oui, c'est très très beau la peinture troubadour. Et c'est pour ça que je le prends sans problème, c'est très beau la peinture troubadour, c'est magnifique la peinture troubadour, intéressez-vous à la peinture troubadour. Effectivement. Cette anecdote ouvre la porte finalement au rapport entre la royauté franque et l'église catholique, justement à ce tournant entre le 5e et le 6e siècle. Ces rapports justement avec un roi qui se baptise, mais dans l'entourage duquel il y a encore peut-être des ariens, peut-être encore des païens. Euh, Comment est-ce que ça se goupille finalement ce lien entre la monarchie d'un côté, en tout cas un État franc, un royaume franc avec ses institutions, et une église catholique de l'autre? C'est assez compliqué puisque, alors J'imagine. pour ce qui est de la question des résidus païens, on va dire, autour des rois, ça pour ça on n'a vraiment aucune source dessus, hein. C'est quelque chose qui est vraiment passé sous silence, même parfois pour des personnages dont on sait qu'ils se sont baptisés après. Je pense par exemple à Radegonde, donc qui est l'une des épouses de Clotaire Ier, et qui était issue d'une population, donc les Thuringiens, qui n'étaient pas baptisés. Donc on sait qu'enfant, en tout cas, elle était païenne. Enfin, c'est ce qu'on a de bonnes raisons de croire, hein, puisque il y a une théorie comme quoi peut-être les Thuringiens auraient pu commencer à être ariens, mais je ne pense pas que ça se soit développé à ce point-là. Et donc, très certainement, quand elle est arrivée en tant que butin, hein, puisque Radegund a été rasié avec d'autres membres de sa famille quand le royaume des Thuringiens a été vaincu par les Francs. Donc c'était une petite pitchoune, hein, la pauvre chérie. Et elle n'était probablement pas baptisée. En tout cas, elle a été éduquée après dans le culte chrétien. Je pense effectivement qu'il devait y avoir à un moment donné des, des résidus, en tout cas des communautés païennes qui devaient continuer de rester sur place. Tout le monde n'a pas été baptisé en même temps, ça c'est certain. Mais en tout cas, au niveau des sources, on n'a pratiquement aucune donnée dessus. Et à mon avis, les tombes ne sont pas assez explicites pour en parler. Maintenant, au niveau de comment est-ce que l'Église, se conçoit en tant que, autour du pouvoir monarchique, c'est assez confus puisque, l'Église entend jouer un rôle, je pense par exemple, parfois un peu politique, mais surtout moral et social et donc essaye plusieurs fois en fait, voilà, de faire la pluie et le beau temps, dire au roi: «Il faut pas se marier avec, ta cousine, il faut pas se marier, comme ça, faut pas faire la guerre ici, il faut pas faire la guerre là». Mais très souvent, les rois s'en tamponnent, hein, on va dire ça correctement et ce qui fait qu'en fait, il y a souvent un petit peu parfois des luttes, de pouvoir et c'est très lié aussi à ce que la politique essaye de mettre en place. On a souvent des moments où, des personnages, donc des rois, mais aussi de ce qu'on appelle les reginae, donc c'est-à-dire les épouses royales ou en tout cas les veuves royales, jouent des rôles dans, la nomination des évêques, par exemple. Je pense à Clotilde qui en a nominé au moins 3 quand elle était veuve. Donc on a un peu des jeux de pouvoir puisque de toute façon les évêques doivent leur autorité parfois au roi qui les nomme et à l'inverse, on a les rois qui ont parfois besoin un petit peu de l'aide des évêques, pour maintenir une autorité ou en tout cas pour définir une façon de gérer la société, de gérer tout le royaume. Mais c'est assez compliqué. Heu En tous les cas, on n'a pas de putsch politique, hein, on n'a pas des évêques qui sont montés au créneau en disant: «On va abattre le roi», hein, donc ça s'est toujours plus ou moins fait, mais parfois on a des moments assez confus, hein. On a des évêques qui se retournent un petit peu contre des souverains, qui disent: «C'est pas bien, tu devrais pas te comporter comme ça», des rois qui disent: «C'est pas bien que vous vous comportiez comme ça non plus», aux évêques, puisque certains qui font pas des choses très jolies parfois. Mais bon, ça se maintient, vaille que vaille. Le royaume franc, il est un peu exceptionnel dans la mesure où les enchaînements générationnels au sein d'une même dynastie se passent à peu près correctement, donc, selon tout un tas de modalités qu'on évoquera peut-être un petit peu plus tard, qui peuvent parfois nous paraître assez tirées par les cheveux, mais en tout cas, la dynastie se maintient, malgré les aléas de l'histoire.
Euh, et donc du coup, le fait de bien s'entendre avec le pouvoir ecclésiastique et de réussir, malgré quelques prises de bec, à ce que ça se passe bien, c'est quelque chose par contre qui est pas exclusif aux Mérovingiens, ça se passe aussi assez bien en Burgondie, en Ostrogothie et en Visigothie. À ma connaissance, le seul royaume où ça se passe pas bien du tout, c'est le royaume d'Afrique, c'est le royaume des Vandales, où là par contre, les Vandales ariens essaient de forcer la conversion de leurs sujets, romains en Afrique du Nord, qui eux sont catholiques, donc nicéens. Et là, par contre, ça se passe très mal avec des évêques qui appellent à l'insurrection, qui refusent de collaborer, qui refusent d'aider à gérer les cités ou à pacifier les campagnes ou à résoudre les querelles entre citoyens romains. Et là, par contre, ça se passe beaucoup plus mal. C'est pas le cas du tout dans le monde des Francs, comme tu expliquais, où à l'inverse, il y a quand même un modus vivendi qui finit par se mettre en place et une bonne entente plus générale entre pouvoir ecclésiastique, pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Oui, mais ça, vraiment, c'est aussi lié au fait qu'on est encore toujours dans cette confrontation entre Ariens et Lycéens. Et là, par contre, c'est très violent en général entre les Ariens et les Lycéens. Il y a vraiment une sorte d'impossibilité, en fait, de correspondre les uns avec les autres. Et même, on sait par exemple que la fille de Clovis, donc, qui était du coup chrétienne catholique, en tout cas, est allée, enfin nicéenne, est allée se marier donc en Espagne, donc chez les Visigoths où il y avait les Ariens, et on sait qu'elle s'est faite martyriser visiblement, presque Grégoire de Tours nous dit, elle s'est faite martyriser par son époux. Il y avait des choses assez violentes parce qu'on essayait de la convertir au culte arien. Donc on a vraiment en fait jusqu'au moment où malheureusement la pitchoune, elle a envoyé un message assez frais en disant: coucou, je suis en train de me faire tabasser par mon mari, ça serait bien que vous veniez. Donc on a un petit peu cette confrontation qui se fait entre les Ariens et les Lycéens qui, en tout cas, qui est impossible à juguler. Donc on a vraiment ce côté, heu, ce qui aide encore une fois à ce que ça se passe bien, en Gaule, c'est que, l'élite religieuse et l'élite royale, en tout cas, sont du même bord, sont tous les 2 lycéens, ce qui fait qu'il y a une bonne entente et une bonne osmose. On a évoqué du coup le rôle de Clotilde, donc l'épouse de Clovis, qui l'aurait, parmi d'autres facteurs, encouragé à la conversion, qui a eu un grand rôle auprès de lui. Si on élargit cette perspective-là, qu'est-ce qu'on peut dire du rôle exercé en général par les reines mérovingiennes, que ce soit au sein de la famille royale, à la cour ou même carrément à l'échelle du royaume? Bon, c'est un petit peu c'est en partie, ça rentre un petit peu dans le périmètre de ce que tu connais bien, donc je prends pas trop de risques normalement avec cette question. Finalement, ce sont des personnages très complexes, puisqu'en fait, on a énormément de personnages différents. On a aussi des femmes qui vont évoluer beaucoup selon leur époque, enfin, en tout cas sous leur vie. Ils n'ont pas forcément les mêmes pouvoirs en fonction de si, par exemple, elles sont épouses, elles sont veuves, elles sont filles. Voilà, il y a différentes façons de concevoir un peu le pouvoir. Pour rester un petit peu déjà un peu dans tout ce que tu proposais par rapport à la place dans la cour, la place au niveau du pouvoir royal, du royaume. Hem, En général, elles sont très bien intégrées, enfin pour certaines, elles peuvent être très bien intégrées, parce qu'on a parfois des personnages qui sont vraiment, très importantes au niveau diplomatique. On a des femmes qui vont écrire à des empereurs byzantins, on a des femmes qui vont entretenir des ambassades, heu, qui vont recevoir par exemple des évêques pour, écouter leurs doléances. Donc en fait, elles sont bien intégrées et parfois elles sont incluses aussi dans les décisions militaires. On a par exemple une épouse, royale qui joue un rôle assez important puisque, elle est introduite auprès du conseil royal qui lui demande son avis sur comment est-ce qu'on va mener, en étant mariée, donc elle n'est pas veuve, et on lui demande son avis, sur comment poursuivre un petit peu la politique, à échelle locale puisqu'il s'agit à ce moment-là d'une confrontation entre 2 des royaumes francs. Et donc voilà, donc elle peut être assez importante cette, influence. Elle peut l'être aussi de manière, heu, physique, hein, puisque par exemple on a des reines qui président à des fondations pieuses, des fondations par exemple de mausolées, des fondations d'hôpitaux, de ce genre de choses. On a certaines aussi qui sont inclus parfois dans des prières, qui sont faites par des monastères. Donc on remercie, par exemple l'épouse de Childebert Ier, donc qui s'appelle Uturgoto,
qui en fait est la seule femme nominée sur en fait une plaque d'ivoire où on a des prières qui sont adressées, dans un monastère, donc je ne sais plus où très bien, mais je crois que c'était celui de Arles, il me semble que c'est le monastère d'Arles, voilà, c'est ça. Voilà, leur influence peut être très grande. Après, c'est pas tout le monde en fait qui peut obtenir ce pouvoir. Parce qu'il faut savoir que les femmes à cette époque, il n'y a pas en fait une reine comme il y aura après une reine de France. Ça c'est voilà, c'est les souverains mérovingiens pratiquent de toute façon la polygynie. En tout cas, ils ont plusieurs épouses, parfois ils ont plusieurs concubines. Heu, Parfois on a des personnages qui peuvent être, des esclaves qui deviennent ensuite des mères de souverains. On a parfois des femmes qui n'ont pas d'influence, alors que normalement elles sont des filles de l'élite. Donc c'est voilà, ça dépend beaucoup de ce que les femmes sont capables d'obtenir, sur le moment, de ce qu'elles sont capables de créer entre elles. On a parfois aussi des symbioses, des femmes qui s'entraident les unes les autres. Donc bon, voilà, ça dépend beaucoup du moment, de plusieurs facteurs, mais normalement elles peuvent obtenir, une assez importante influence, en tant qu'épouse, en tant que veuve aussi parfois. Voilà, pour faire de manière assez succincte et sans rentrer trop dans les détails. Mais Ça fait quand... 4 ans que je suis dessus. Oui, je sais, c'est pour ça. Mais quand tu dis Donc qu'il on n'y a fait pas clair, concis. de reine de France, c'est qu'il n'y a pas un statut officiel, reconnu, institutionnalisé de reine de France. C'est-à-dire il y a des épouses du roi, des mères du roi, des veuves du roi, donc mère potentiellement du roi nouveau, quoi, mais qui est petit, des régentes, mais chacune doit un peu finalement se battre pour créer son statut avec ses relations, avec l'environnement politique, social, économique, jusqu'à un certain point religieux aussi du moment, et faire un peu avec les cartes qu'elle tire, les cartes qu'elle a dans sa main, à l'instant T en fonction de sa situation, si je t'ai bien suivi. Voilà, exactement et parfois, en fait, on aperçoit un petit peu des, comment dire? Des relations qui s'établissent, par exemple avec les évêques justement. Donc les évêques parfois deviennent les partenaires un petit peu, les partner in crimes de ces épouses, et ils les aident en fait à monter un petit peu de niveau, par exemple en étant les parrains de leurs enfants, parrains surtout de leurs garçons, hein, parce que les filles on en parle assez peu finalement. Mais on a ces relations en fait qui fonctionnent un petit peu en symbiose entre l'élite un peu, militaire et religieuse et l'élite royale, voilà, de ces femmes qui sont un petit peu dans l'orbite des souverains. Et parmi justement ces reines, donc il y en a plusieurs qui sont très connues, on a évoqué donc Clotilde tout à l'heure, mais il y en a deux autres qui aussi ont beaucoup marqué le souvenir de l'époque mérovingienne, pas forcément bien, très probablement malgré elle, ce sont Frédégonde et Brunhilde. Est-ce que tu peux Oui, nous c'est ça. rappeler qui sont Frédégonde et Brunhilde? Alors, vaste question, on va, bon, je vais essayer d'être assez brève puisque bon, ce sont des histoires qui sont assez connues en général, je pense qu'elles sont assez connues aussi des gens. Donc Pas bon, sûr, Frédégonde et pas sûr. Bruneville déjà ce sont 2 belles-sœurs en fait. Elles sont mariées à des fils royaux, donc qui sont frères mais demi-frères plutôt, puisque ce sont en fait les fils d'un même souverain, donc ce sont les fils de Clotaire Ier, mais Clotaire Ier avait plusieurs épouses, donc Sigbert d'un côté est le fils d'une maman et Childéric est le fils d'une autre maman, hein. Donc voilà, donc c'est assez, ce sont 2 demi-frères, mais ce sont en tout cas 2 frères, on va dire ça comme ça. Et donc Brunhilde est mariée à l'un des frères, donc elle est mariée à Sigbert, c'est elle qui se marie en premier. Et Frédégonde est celle qui sera mariée ensuite au deuxième frère, donc qui est Childéric. Ce qui crée la légende en tout cas de Frédégonde et Brunhilde, c'est un meurtre. Toutes les bonnes histoires commencent par un meurtre, hein, on va dire comme ça. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que Childéric, en fait, il était marié auparavant à, Galswinda, donc qui était la sœur de ou Galswinthe, hein, comme vous voulez, prononcer ce nom, puisqu'encore une fois, on a des écritures qui sont assez diverses et variées en général. Et donc, Childéric est marié à la sœur, en fait, de Brunhilde. Sauf qu'à un moment donné, la pauvre bichette, eh bien, elle meurt dans des circonstances assez troublantes. Donc on ne sait pas tellement de quoi ni pourquoi. Mais bon, hein, on part du principe, en tout cas c'est que Grégoire de Tours nous souffle un petit peu du voilà, on pousse un peu le coude, c'est que, Chilpéric visiblement l'aurait faite assassiner puisque, madame en fait demandait le divorce et à cette époque, bon, c'était pas tellement c'est quelque chose qu'elle aurait pu obtenir. Seulement, politiquement parlant, ça n'arrangeait pas tellement les affaires de Chilpéric puisqu'il faut savoir que, Galswinthe ou Galswinda, à cette époque, en fait, elle possède une part assez importante quand même de son royaume, puisqu'il lui a donné en cadeau de mariage
des droits en fait sur des cités, donc sur des villes. C'est-à-dire qu'en fait, elle dispose de l'autorité, nominale sur ces villes pour en retirer des bénéfices en argent et donc en fait, si madame partait en fait avec le divorce, elle partait avec la cité. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Donc Chilpéric, de manière assez opportune, s'est retrouvé veuf, juste après que madame ait demandé le divorce, donc c'est assez compliqué et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Galzin n'avait pas d'enfant. Et quand il n'y a pas d'enfant, en fait, pour succéder, à un parent décédé, on remonte, en fait, dans l'arbre généalogique pour savoir qui va obtenir l'héritage et selon la loi Franck, en fait, finalement, la personne qui devait recevoir, cet héritage et bien, c'était sa sœur, donc c'était Bruneville et donc et commence ainsi un peu un jeu de dupes entre les familles les 2 familles royales. Donc ça, c'est pour un petit peu le contexte politique un petit peu à l'origine de la légende un peu de Bruneuil et Frédéric. Des ennemis intimes, qui vont essayer de s'entretuer pour essayer d'obtenir, le pouvoir, la vengeance, ce que vous voulez. Dans les faits, c'est beaucoup plus nuancé, hein, puisque de toute façon, bon, Brunei, on imagine bien qu'elle a pas vraiment apprécié de savoir que sa sœur était morte dans des circonstances assez douteuses, mais en tout cas, elle n'a pas vraiment cherché non plus à obtenir vengeance sur Frédégonde. D'ailleurs, il y a eu un accord qui est passé au niveau judiciaire assez tôt entre les deux frères. Après, en termes de politique et en termes d'action militaire, c'est vrai que ça s'est corsé puisque, de toute façon, les 2 frères ont commencé à devenir, à se battre l'un contre l'autre. Ça aboutit quand même à la mort de Sigbert, donc Brunhild elle est devenue veuve et régente pour son petit garçon, donc Childebert II et et à partir de là, voilà, la légende a commencé à naître puisque Brunhild est devenue une des plus grandes régentes de la période franque, de la période mérovingienne et Frédéric de l'autre côté est devenu un petit peu la bon, ça me fait un peu mal de dire ça parce que moi, c'est un personnage que j'aime énormément, mais voilà, elle est devenue un petit peu la catin publique, en tout cas, on imaginait, comme une espèce de sorcière, folle de la fesse, qui a essayé de tromper tout le monde, de tuer son mari, voilà, de s'imposer pour avoir le pouvoir, rien que le pouvoir. Normalement, dans les faits, c'est quand même beaucoup plus nuancé. On a des personnages, en tout cas, qui ne se fréquentent pas, qui ne se rencontrent jamais. On n'a pas de source sur le fait que ni Frédéric ni Brenouille ne se sont rencontrés en vrai et heu et on est sur des personnages qui sont assez différents, dans leur manière d'agir et dans leur manière de concevoir aussi le pouvoir. Mais on est, sur 2 personnages qui moi me fascinent évidemment, puisque ce sont 2 personnages, de femmes qui ont contre toute attente ou selon en tout cas ce qu'on a essayé de contrer, qui sont devenues des figures d'autorité, puisque Frédéric aussi est devenue une régente plus tard, elle est devenue magnifique iconographie d'ailleurs qui nous montre Frédégonde, à un moment donné. Peut-être Brunhilde d'ailleurs, mais on est sur 2 personnages qui sont devenus, des régentes pour des très petits enfants. Frédégonde quand elle est devenue veuve, son petit garçon n'avait que quelques mois, hein, il n'avait que 4 mois, Clotaire. Donc on est sur des femmes en fait qui ont vraiment, porté, au pouvoir des très jeunes enfants, qui ont réussi à se maintenir contre vents et marées, hein, puisque parfois on a essayé de les décrocher de ces enfants, on a essayé aussi de les détruire, politiquement et militairement parlant. Donc voilà, on est sur 2 personnages assez forts, 2 personnages de femmes qui sont très liés à la loi, enfin la culture, franque et la culture mérovingienne. C'est extrêmement intéressant, effectivement. Ce sont des figures féminines fortes, assez clairement attestées, même s'il y a tout un tas de réécritures autour, etc. Personne ne conteste le fait qu'elles aient joué un rôle capital à ce moment-là de l'histoire franque, ce qui est déjà, connaissant l'habitude des auteurs à réécrire l'histoire en marginalisant les figures féminines, c'est déjà significatif en soi. Et effectivement, elles ont joué ce rôle capital, et ça les rend fascinantes en soi, en fait. Au-delà du fait qu'elles aient plus ou moins réussi et qu'elles se soient tapées dessus, enfin, Oui, pas tapées dessus, mais qu'elles aient fait se taper dessus des factions, plus exactement, puisque oui, comme tu voilà, le c'est ça. précisais, elles ne se sont jamais rencontrées, ça les rend fascinantes en soi et c'est tout à fait compréhensible. De... Très intéressant aussi d'ailleurs, c'est que, tout au long du Moyen Âge et même jusqu'à l'époque moderne, on a souvent des rôles très, enfin des façons de concevoir ces 2 femmes qui changent beaucoup. C'est jamais forcément la même qui est bien considérée. Il y a toujours des façons un petit peu d'en dénigrer une, d'en privilégier une autre et c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, tourner. On peut peut-être sur cette histoire faire deux ou trois petits carottages rapidement. Mmh mh. Euh, pour justifier justement le fait de ne pas rendre à sa belle-sœur les villes qu'elle aurait dû récupérer,
Le roi franc, qui aurait dû rendre toutes ces villes et les rendre à son frangin indirectement, s'appuie pour la première fois sur un texte qui est amené à avoir ensuite une grande réputation, qu'on appelle la loi salique. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que c'est que cette loi salique? Alors, la loi Salic, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un ensemble de textes. Donc après, savoir quand il a été rédigé, bon, ça c'est un peu plus compliqué, hein. Comme d'habitude, on n'a pas toujours une date d'entrée très, très certaine. Mais voilà, la loi Salic, c'est quand même un ensemble de codifications de lois qui sont surtout liées en fait à la façon dont on doit régir un petit peu les querelles et arbitrer en fait finalement un petit peu les, les agressions à ce juste genre de choses. Donc je vais pas m'étendre trop sur les détails puisque ce sont des éléments qui sont très liés un peu au droit, à la fiscalité, ce que vous voulez. Mais, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi SELIC, elle est là pour gérer normalement les choses et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on essaye un petit peu de régler cet accord à l'amiable pour voilà, pour entériner ce conflit qui pourrait naître entre au sein de la dynastie elle-même. Donc effectivement, la loi salique, à l'origine, ça ne régente pas fort les lois de succession comme on l'imagine plus tard au Moyen Âge tardif. Comme tu disais, c'est un code de loi qui régimente les rapports entre individus et ça n'a pas vocation à avoir la portée que les Capétiens lui donneront plus tard en déformant sa nature pour résoudre une autre crise politique beaucoup plus tardive. Mais, euh, Oui, voilà, exactement. mais effectivement, c'est quand même un argument qui est avancé à l'époque de Frédégonde et Brunehaut pour essayer de solutionner vaguement la situation au bénéfice de celui qui aurait dû rendre toutes les cités et qui n'a pas très envie de le faire, mais c'est une interprétation de la loi très libre, on va dire, et qui ne Mmh. s'inscrit pas dans la durée. Mais du Oui, coup, c'est ça. cette fed entre la faction de Brunhild et la faction de Frédégonde, est-ce que en quelques instants tu peux quand même nous en résumer la fin? Parce que sinon on va rester sur Alors votre fin, justement. Alors, un conflit qui se déroule de plusieurs manières et qui prend, enfin qui s'étale vraiment très longtemps sur de longues années. Pour la résumer succinctement, donc au début on a voilà, on a cette mort un peu de Sigbert, donc qui est le premier époux enfin qui est l'époux de Guenhwyde à ce moment-là et qui la laisse veuve. Donc on a pendant plusieurs années, on a Chilpéric, donc le mari de Frédégonde, qui va voilà, qui va continuer à gouverner de son côté. À un moment donné, Chilpéric aussi va passer vers la main gauche, donc les 2 femmes vont se retrouver à un moment donné, en se regarder un petit peu en chamaillance avec un troisième personnage donc qui est, Kram, donc qui est le frère à la fois de Sigbert et de Chilpéric, donc qui est le 3e frère, qui va un petit peu essayer d'administrer ses belles-sœurs à ce moment-là, qui va essayer un petit peu de, voilà, de gérer l'une et l'autre. Et après en fait la mort de Gulgram et bien tout simplement, Frédégonde va mourir, elle aussi à un moment donné, laissant finalement, Brunhilde toute seule, de son époque et à ce moment-là Brunhilde elle gère un peu les royaumes pour ses petits-fils en fait, puisque son fils est déjà décédé, donc elle règne pour ses petits-fils et une fois que ces 2 petits-fils vont mourir, elle aura des arrière-petits-fils. Seulement à ce moment-là, en fait, c'est le fils de Frédégonde qui va monter un petit peu au pouvoir, qui va commencer à grignoter un petit peu le territoire de celle qu'on présente un peu comme l'ancienne ennemie de sa mère, mais bon, savoir s'il y avait vraiment une animosité, réelle entre ces personnages, toujours assez compliqué, ça fait partie un petit peu de la légende et à la fin, c'est vrai que, Brunhilde va être mise à mort, en fait, par le fils de Frédégonde. Alors, pour ce qui est du contexte un peu de cette mort, il faut savoir que plus que l'animosité au sein de la famille, on est surtout sur une animosité, en fait, qui est liée avec l'élite, aristocratique de l'Austrasie, donc qui est l'un des royaumes majeurs de Bruneild et en fait, qui vont essayer de se débarrasser de la vieille, hein, tout simplement, hein. C'est-à-dire qu'ils ne supportent plus, en fait, l'influence, de Bruneild et ils vont essayer de se débarrasser d'elle puisqu'ils en tout cas, ils ont l'impression d'étouffer sous sa manière de gérer et hem et donc on aboutit, en fait, cette capture de Boveville qui va être littéralement livrée à Clotaire II et qui va être, ensuite mise à mort, de manière particulièrement atroce. Oui, je vois quelqu'un, Diane de Joyeuse qui le cite dans le chat, mais c'est vrai Oui. que c'est une mort particulièrement terrible, puisque bon, elle est quand même accrochée, à un cheval et laissée voilà être dépouillée, heu, par la terre, hein, on va dire ça comme ça et d'ailleurs ses ossements sont ensuite brûlés et normalement, elle avait prévu un tombeau, à un certain endroit donc
aux alentours d'Autun. Et en fait, on aura que des cendres, des gens vont venir ramasser des cendres selon une légende pour venir l'enterrer ensuite un petit peu, au sein de l'endroit où elle était censée être enterrée, mais Là, on a l'impression qu'elle est écartelée en fait entre trois chevaux. Il me semble que c'est pas ça. Elle a été traînée au sol oui, c'est derrière ça. une monture, hein. La miniature Alors elle est était trompeuse. accrochée à plusieurs chevaux, il me semble, puisqu'elle est accrochée par les cheveux, elle est accrochée par le pied, donc c'est assez complexe de savoir, comment exactement, mais voilà, c'est assez dramatique. Diane de Joyeuse qui ironise et qui dit qu'il faut toujours faire confiance aux anciens pour les bonnes techniques de torture et d'exécution. Une espèce de patrimoine sur lequel on peut C'est s'appuyer. magique. Puis c'est toujours des moments sympas, quoi. Tout le monde vient avec son petit bâton, c'est convivial, pour taper sur le Voilà, mec qui est allongé effectivement. sur la roue. C'est top. À l'opposé de ces moments de joie extrême et légèrement sarcastique quand même, hein, soyons honnêtes, on a une autre figure, oui voilà, conviviale, familiale, tout ça. On a une autre figure qui va émerger quelques générations après, qui elle va plutôt, en ce qui concerne cette époque mérovingienne, symboliser plutôt le bon gouvernement, ou en tout cas le royaume pacifié, le royaume prospère, le royaume puissant et restitué, renforcé dans tous ses attributs. C'est la figure qui a donné naissance à une comptine qui est le bon roi Dagobert, qui a mis sa culotte à l'envers, mais pas que, il a fait d'autres trucs aussi. Effectivement, oui, cette fameuse chanson qui ne décrit pas du tout le personnage qui était Dagobert, donc qui était quand même un souverain, qui a marqué un petit peu l'âge d'or de l'âge d'or de la période mérovingienne, en tout cas la manière dont on la conçoit. Parce que Dagobert, c'est quand même un personnage qui est militairement et politiquement assez fort, même s'il règne assez peu de temps au final, hein, puisque son règne en tant que souverain, qui a unifié un petit peu, le les royaumes mérovingiens finalement, elle est de 10 ans, donc c'est assez court, enfin une dizaine d'années, Oui, donc c'est assez court. Hem, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a quand même hérité avec son frère. Donc on a eu aussi un partage de la Gaule à ce moment-là, mais son frère est mort assez inopinément, rapidement. Je ne dirai pas à cause de qui, hein, évidemment, on se doute peut-être un petit peu. Mais donc c'est vrai que pas Dagobert de quoi tu devient parles. assez vite, un roi, seul. Voilà, donc magnifique carte où on peut voir en bleu donc le royaume obtenu par Dagobert et en rouge en fait, la portion qui avait été derrière son frère et qui va quand même arriver dans son escarcelle plus tard à ce petit Dagobert puisqu'il va quand même la récupérer, une fois que son frère sera mort et donc il va gouverner ce pays des Francs, enfin ce royaume des Francs qui est quand même immense à cette époque, hein. On voit quand même que par rapport à ce qui avait été conquis par Clovis lui-même, il y a une grosse différence, hein, donc on commence à s'étendre vraiment de manière assez large et donc ce roi Dagobert, il est quand même lié en fait à une emprise, enfin une influence politique à ce qui est arrivé un peu à son apogée à ce moment-là. Donc c'est un roi qui est très, qui va mener beaucoup de campagnes, qui va aussi, détenir beaucoup de richesses. Donc ça, c'est un souverain très important, qui va perdre un petit peu après en connaissant enfin, on va arrêter un peu de se rappeler de qui est Dagobert après dans les époques postérieures, mais en tout cas dans son temps, c'est un souverain qui a beaucoup compté et qui s'est montré, très, très en plus très prolixe, il a fait beaucoup de fondations. C'est lui qui a établi Saint-Denis, enfin qui a fait, monter le rayonnement de Saint-Denis, qui existait déjà à cette époque, mais en tout cas qui l'a un petit peu conçu et c'est un petit peu à lui qu'on doit après cette idée de la basilique Saint-Denis, de la nécropole royale et cetera. C'est un élément assez important, mais voilà, Dagobert c'est un personnage important de son époque, un personnage de son temps et j'étais contente en fait de pouvoir, l'inclure un petit peu dans cette présentation puisque c'est un peu un de mes rois chouchous et je trouve qu'on en parle pas assez. Effectivement, t'évoquais la construction de Saint-Louis, de Saint-Denis, De pardon, Saint-Denis. en pierre de taille, hein, Saint-Louis, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est Euh, très pratique. Toujours à la pointe. Ouais, on a des rois de fer, et puis nous, on a Saint-Louis en pierre de taille à partir de maintenant. Voilà, je décrète par la présente. Non, donc on a cette double enluminure des grandes chroniques de France qui sont très très postérieures. On est sur du 15e siècle, je crois. Avec effectivement d'un côté ce que tu évoquais, les campagnes militaires donc de Dagobert, qui sont montrées comme une espèce de truc qu'on ne peut pas arrêter avec les gens qui fuient. Je ne sais pas si c'est très positif de les représenter comme ça, en tout cas c'est ce que le chroniqueur a choisi de faire, avec un drapeau complètement anachronique, est-il besoin de le préciser,
qui n'a rien à faire là. Mais surtout, en parallèle donc, de ces événements guerriers, l'auteur du manuscrit a voulu aussi représenter justement Saint-Denis en construction. Donc comme tu disais, c'est très très associé à son règne, ce soutien à l'Église, et en particulier le rayonnement de Saint-Denis. Oui, alors, oui, c'est vraiment un souverain qui va avoir un enfin, chaque roi a finalement un peu son saint «préféré» entre guillemets, puisque à cette époque, il n'y a pas une grande nécropole royale, une nécropole où tous les souverains seraient enterrés au même endroit. Donc c'était un petit peu laissé à la bonne volonté de chacun, hem, d'où, enfin de quel saint ils ont envie d'honorer finalement et en ce qui concerne Dagobert, c'est Saint-Denis. C'est un souverain très enfin c'est un saint très important, pour son règne. D'ailleurs, son épouse aussi, non pas l'une de ses épouses, puisqu'il en aura plusieurs, et des concubines, mais l'une de ses épouses emblématiques, donc qui est Nantuchédis, fera aussi d'importantes donations à Saint-Denis. L'un des frères de Nantuchédis sera enfin, le frère de Nantuchédis sera enterré aussi à Saint-Denis. C'est vraiment quelque chose qui, à ce moment-là, est très lié, en tout cas, à cette partie de la dynastie et à voilà, ce couple royal qui vraiment favorise Saint-Denis et aide un petit peu à son apogée à ce moment-là, enfin en tout cas, début de son apogée. Est-ce que du coup c'est à l'issue du règne de Dagobert que Saint-Denis devient nécropole royale, ou est-ce que c'est plus tardif? Alors c'est plus tardif puisque de toute façon, tout ce qui est Charlemagne et compagnie ne se font pas forcément enterrer à Saint-Denis non plus. Donc ça c'est voilà, on n'est pas encore sur une nécropole qui deviendra, aussi importante. Par contre, on a des tombes mérovingiennes effectivement à Saint-Denis. On a déjà retrouvé plusieurs, qui sont assez connues. Après, il y a des théories sur le fait qu'on a trouvé beaucoup quand même de corps de femmes, à Saint-Denis de la période mérovingienne. Donc peut-être qu'avant ça aurait pu être une nécropole réservée aux femmes, en tout cas où on privilégiait plus l'ensevelissement des femmes. Le règne de Dagobert également, tu mentionnais alors je me rappelle plus du coup si tu l'as mentionné pendant le live ou avant le live quand on en a parlé rapidement, que son règne était aussi marqué par un grand rayonnement culturel qui se traduisait entre autres par une très forte activité diplomatique, et ça recoupe avec ce qu'on disait à coup sûr par contre tout à l'heure, le fait que progressivement il y avait donc ce royaume mérovingien qui éclipsait un peu l'influence byzantine en mettant en place finalement ses propres règles pour régenter un petit peu, ou en tout cas pour influencer fortement les régions alentours. Oui, oui, ça c'est quelque chose qu'on voyait déjà avant puisqu'on a eu d'autres souverains qui avaient des importances, selon certaines régions. Je pense par exemple aux confrontations avec la Bretagne, hein, qui sont quelque chose qu'on retrouve assez souvent, même déjà à l'époque, de Childéric de Frédégonde puisque, ce sont des royaumes autonomes. Le roi franc, à ce moment-là, a vraiment une importance culturelle, politique et diplomatique, dans sa région, puisque, par exemple, les Bretons, j'ai déjà cité, mais surtout les royaumes anglo-saxons, vont avoir, des relations, suivies avec le pouvoir franc. On a, par exemple, des filles, royales, donc des princesses anglo-saxonnes qui vont venir et être éduquées dans certains monastères, francs, surtout de la côte normande et qui vont ensuite, revenir en tant que saintes un peu parfois dans leurs États. Plusieurs, descriptions de voilà, de par exemple de souverains bretons qui vont venir prêter allégeance, sous Dagobert, qui vont venir en tout cas, demander son arbitrage. Donc, voilà, donc on a ces souverains, étrangers qui prennent vraiment qui s'en remettent un petit peu au souverain franc, donc à ce moment-là qui est Dagobert, mais bon, c'est déjà un peu enclenché sous son père, hein, Clotaire II et donc on a ces personnages en fait qui prennent vraiment un ascendant, en tout cas, sur, l'Europe occidentale. Les princesses anglaises qui retournent chez elles parfois auréolées d'une réputation de sainteté, mais les Francs eux-mêmes, ils n'ont pas grand-chose à leur envier, puisqu'on a parlé donc de Clotilde qui a converti Clovis, on a parlé de Bruno et Frédégonde qui ont été des reines très influentes et très fortes en leur temps, mais il y a une autre figure de reine qui a marqué un petit peu l'histoire franque, qui a été reine et puis qui a aussi été sainte, mais qui avant ça a eu un statut auquel peut-être on ne s'attend pas, c'est Bathilde. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de Bathilde? Oui, alors Bathilde, qui est un personnage très fascinant, sur lequel finalement on a assez peu de prise aussi parfois, puisque on ne sait pas tellement de choses d'elle, en tout cas avant qu'elle devienne une souveraine et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les chroniques, s'interrompt à un certain moment et c'est malheureusement le moment qui nous intéresserait puisque ça aurait été le moment où elle est apparue, ou en tout cas elle a régné. Mais on a des sources qui sont beaucoup moins prolixes par rapport à celles qu'on avait avant sur Frédégonde et Brune de Hille. On peut presque reconstituer, année par année,
ce qu'elles ont vécu. Là, pour Bathilde, c'est beaucoup plus succinct. Donc finalement, on n'a pas beaucoup de détails sur elle, mais c'est un personnage très fascinant puisque ce qu'il faut savoir, c'est que, de base, Bathilde, en fait, c'est une esclave. Alors son ethnicité, change en fonction des sources. Parfois elle est présentée comme une anglo-saxonne, parfois comme une saxonne tout court. Heu, c'est plus ou moins la même chose entre guillemets, en tout cas elle n'est pas franque. Ce n'est pas une franque mérovingienne et pourtant en fait elle devient, une épouse royale, elle devient l'épouse de Clovis II et ensuite elle lui donne plusieurs enfants, donc qui seront des rois également. 3 fils d'ailleurs, hein. On parle très peu des filles royales, parle très peu des princesses, donc finalement c'est assez difficile de savoir s'il y a des princesses parfois qui naissent dans les fratries. En tout cas, il y en a pas qui sont cités pour Bathilde. On sait qu'elle a 3 fils au moins, qui vont devenir tour à tour des rois puisque le la période politique sera assez rythmée, donc elle aura le temps de voir, 3 de ses fils, enfin ses 3 fils devenir rois tour à tour et donc c'est un personnage très très important, hein, puisqu'on a cette petite esclave qui arrive, dans l'orbite en fait un personnage assez important qui s'appelait, Erkinwald. Erkinwald donc qui était le Mayor Palatine, donc le maire du palais. Donc pour expliquer très, très vaguement, le maire du palais, c'est l'un des personnages, politiques les plus importants du conseil royal. Il est très lié à la maison, enfin la dynastie, très liée au palais. Donc voilà, c'est un personnage qui fait un peu la pluie beau temps, qui a des fonctions, assez diverses, militaires, politiques et cetera. Et donc, Erkinwald, en fait, il achète cette petite esclave et à un moment donné, il se dit: «Bah tiens, elle est intéressante cette petite, bah, je vais la présenter au petit que dont je m'occupe», hein, donc qui est Clovis II à ce moment-là, qui est un petit roi, hein, puisqu'il est devenu roi à 8 ans et il a perdu sa maman assez jeune, le pauvre garçon. C'est Erkinwald qui s'occupe en partie de lui et donc il va lui présenter, petite Bathilde en disant: «Elle est charmante, regarde-la comme elle est mignonne». Bon, sans parler du côté un petit peu, de la petite historiette, on remarque assez vite que c'était une manière pour Erkinwald, voilà, de contrer un peu la possibilité de Clovis d'essayer un petit peu d'échapper à son influence, hein, puisque bon, en lui mettant une jolie petite femme dans les bras, bien qu'il ait espéré qu'elle poursuive un petit peu enfin qu'elle lui reste fidèle et qu'elle l'aide un petit peu à garder cette emprise sur le roi, qui va très bien fonctionner d'ailleurs puisque après les sources, Erchinoald va rester, très proche de Bathilde pendant toutes les années, enfin jusqu'à son décès. Donc ils vont vraiment fonctionner en symbiose tous les 2 et à un moment donné en fait, et bien Clovis va mourir et laisser en fait Bathilde régente pour son premier fils. Et donc à ce moment-là, Erkinwald va continuer de la soutenir, va l'aider, donc elle va rester, elle va rester une souveraine assez compétente. En tout cas, elle va s'entourer de beaucoup de personnages, influents et importants de son époque et jusqu'au jour où, à un moment donné, eh bien, elle va se retirer du pouvoir et accéder à ce moment-là un peu à une réputation de sainte, puisqu'elle va se retirer dans le monastère de Chelles, donc elle a contribué plus ou moins à faire fonctionner elle va le créer plus ou moins et en tout cas elle va s'installer, jusqu'à sa mort édifiante, elle va être considérée comme une sainte, en son temps déjà puisqu'elle aura même une vie sainte qui sera écrite qui sera rédigée sur elle, peu de temps après sa mort. Donc ça montre, vraiment toute l'influence qu'elle avait, en tant que personne sur ses contemporains. Grosso modo, tu étais en train de dire qu'elle a eu effectivement un destin extraordinaire et qu'elle faisait partie, je crois, de ces grandes figures féminines, Bathilde, qui ont marqué l'histoire mérovingienne, qu'on a parfois un peu oublié, mais à tort, Oui. puisqu'elles se sont manifestées notamment par leurs compétences et l'intérêt qu'elles avaient pour la succession et pour les règnes qui allaient les suivre, puisque c'était au premier chef Oui. les règnes de leurs enfants. Oui, effectivement. Sur D'ailleurs, je fais cette ma idée-là. petite, publicité pour Bathilde, pour dire qu'elle est aussi l'une des souveraines pour lesquelles on a gardé des objets, en tout cas qui nous permettent un petit peu de la représenter. On a gardé notamment un vêtement d'elle, la fameuse, tunique, de Bathilde, donc qui est conservée actuellement à Chelles. On a gardé aussi une de ses mèches de cheveux, que moi je trouve très drôle, hein, puisque, après étude de cette mèche de cheveux, il s'avère qu'elle était teinte, donc Bathilde se faisait teindre en blonde, donc voilà. Pour ce que ça signifie, du fait qu'elle peut-être était-elle blonde avant et qu'elle cherchait à conserver sa couleur de cheveux naturelle. Peut-être qu'elle était, plus coquette qu'on ne pensait. Moi, C'est j'aime beaucoup rigolo. cette anecdote. Ouais, c'est rigolo, puis en plus, surtout, ça fait réfléchir, à partir de quelle époque est-ce qu'on a commencé à se teindre les cheveux?
C'est idiot, je m'étais Oui, pas jamais alors, posé la question, moi, tu je vois. crois que les romaines déjà avaient beaucoup cette tendance, il me semble. En C'est tout cas, voulaient possible. porter des cheveux de certaines couleurs. Ouais, des perruques, etc., ça je le savais, mais la teinte directement, je m'étais jamais posé la question. C'est des questions bêtes, hein, mais qui en disent beaucoup sur la mode, sur les représentations qu'on veut donner de soi-même, etc. C'est super intéressant, ouais. Mais du coup, oui, ce que tu avais noté dans les petites notes que tu m'avais envoyées, c'est que c'est quand même un parcours assez exceptionnel de passer d'esclave, donc probablement vendu dans un port de la mer du Nord, à reine de la première puissance d'Occident de l'époque. Alors bon, ça reste exceptionnel, mais c'est pas un destin si incroyable que ça dans la mesure où à l'époque, le mariage royal n'existe pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, les femmes de cette époque, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais c'est très lié en fait à ce que les femmes peuvent débloquer comme compétences sur le moment en fait finalement. Mais il n'y a rien qui prédestine au fait qu'un roi doit épouser en fait une femme de la même catégorie sociale que lui, comme ce qu'on va avoir après avec les Capétiens, quand on a, puis même après tout ce qu'on va avoir après côté des Bourbons, on va aussi avoir un petit peu cette notion de mariage marganétique, voilà, on se marie avec une femme qui n'est pas de son milieu, donc on ne peut pas la faire reine ou la faire comtesse ou la faire duchesse, comme vous voulez. Là, maintenant, à cette époque, en fait, les femmes ont un peu des passerelles, mais c'est le cas aussi pour certains hommes, hein, puisque parfois on a des anciens esclaves qui deviennent des comtes, qui deviennent des ducs. Ça peut arriver aussi parfois, mais les femmes, en tout cas, ça paraît un peu plus simple, puisque ça paraît toujours plus simple d'arriver un petit peu dans l'entourage comme ça d'un roi, qui se pique, voilà, une petite amourette ou quand on est placé, comme par exemple dans le cas de Bathilde, et on a d'autres épouses royales d'importance en fait qui vont vraiment, dont on sait qu'elles étaient des anciennes esclaves, dont on sait qu'elles étaient d'anciennes domestiques. On a par exemple des filles qui sont des filles de bergers, des filles qui sont des anciennes servantes, et par exemple, un autre cas que j'aime beaucoup citer, donc qui est le cas d'une femme qui s'appelait Bilichildis et Bilichildis en fait, c'est, une esclave justement qui avait acheté Brunhilde en son temps pour l'offrir à l'un de ses petits-fils, en espérant évidemment que ça marchait, qu'elle garde son influence sur son petit-fils à travers cette ligne. Bon, pour le cas de Brunhilde, ça s'est mal passé, hein, puisque la jeune femme Bilichildis s'est dit: «Bon bah moi maintenant je suis devenue égale une reine, bye bye, hein, maintenant je m'occupe de toi». Donc bon, ça a été assez tendu de ce côté-là, mais en tout cas, Bathilde est l'exemple même, en tout cas d'une stratégie qui a fonctionné. Donc on a Diane de Joyeuse qui rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur ces histoires de teinture de cheveux. Il y avait une très belle petite exposition sur l'hygiène incluant la beauté féminine au Moyen-Âge à la tour Jean sans peur. Il y a des années, donc ça date un petit peu apparemment, et il me semble que la teinture était évoquée. Par ailleurs, il me semble qu'en Mésopotamie antique, on a déjà des traces donc de teinture, à moins que je ne confonde avec une autre pratique. Mais en tout cas, c'est intéressant, et ça m'ouvre les chakras sur la question de la teinture des cheveux à travers les âges. Donc merci Diane de Oui, oui, Joyeuse, et on a merci déjà Justine des d'avoir abordé la teintures, question. souvent le roux est assez testé aussi. On voit souvent des gens essayer de se teindre en roux, se teindre au henné ou ce genre de choses. Formidable, on n'est jamais fini d'être surpris sur cette chaîne, abonnez-vous. Fille de berger, c'est pas une représentation. Par exemple, Sainte Geneviève est souvent représentée en bergère alors qu'apparemment elle ne l'était pas du tout. Alors oui, pour Geneviève, ça c'est une représentation, puisque de toute façon on Ouais. sait que Geneviève était un personnage, très influent, au demeurant. Par contre, filles de berger, non, pour ces filles-là, en tout cas, ce ne sont pas des représentations puisque leurs pères sont vraiment décrits comme étant, bon, bah, le berger qui s'occupe des moutons les ateliers royaux et on a aussi une autre femme d'autres femmes qui sont décrites comme étant des filles d'artisans lainiers, donc qui sont en fait les personnages qui vont créer, voilà, qui vont, travailler la laine, qui vont travailler des tissus, ce genre de choses. Et du coup, ça laisse quand même deviner le fait que la société mérovingienne est très loin de cette image qu'on associe peut-être par défaut au monde médiéval, qui est cette société féodale, très normée, très rigide, avec des classes bien définies. On est sur quelque chose de beaucoup plus souple, où l'ascension sociale, en tout cas des exemples que tu as pu donner, paraît, alors je vais pas dire plus simple, parce qu'au quotidien ça doit pas être la fête non plus, mais paraît en tout cas plus aisé à atteindre. En tout cas, c'est impossible. Oui, oui, c'est ça. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus fluide, où finalement les femmes et parfois même les hommes peuvent monter les échelons. Alors après, ça ne garantit pas de la façon dont on les regarde, hein, parce que par exemple, quelqu'un comme Grégoire de Tours,
Grégoire qui fait partie un petit peu de l'élite sénatoriale gallo-romaine, qui pète plus haut que son cul, on va le dire plus tout simplement, hein. Grégoire déteste ces gens qui, voilà, se sont élevés au-dessus de leurs conditions, des anciens esclaves, des anciennes esclaves. Bon, ça, il ne peut pas les souffrir, mais normalement, il ne peut rien y faire. Ils sont montés, ils sont devenus des personnages influents, de certains règnes, et ça, il ne peut pas le contrer, hein. Mais oui, on a quelque chose de on voit que les classes sociales sont un petit peu plus poreuses et on peut par exemple, s'élever, par un beau mariage, par la naissance d'enfants, heu, ou par des services militaires ou en tout cas peut-être aussi par la prêtrise. Parce qu'on a des personnages qui vont monter un petit peu les échelons parfois de cette élite religieuse. Mais, on est sur quelque chose de beaucoup moins figé qu'on a l'impression. Non, ça me permet de te tendre la perche sur un, j'allais dire un détail, mais qui n'est pas un détail, puisque tu parles effectivement de cette ascension sociale par la prêtrise. On a évoqué tout à l'heure les rapports entre l'Église et les Mérovingiens au début du règne, mais finalement avec le temps, matériellement, c'est-à-dire avec les bâtiments, avec la présence physique et politiquement, comment est-ce que cette Église se déploie dans le royaume mérovingien, surtout ce royaume mérovingien qui se divise et se reforme en continu en fonction d'une succession qui n'est pas forcément toujours très aisée à suivre. Comment l'institution finalement se positionne dans cet environnement mouvant. C'est assez compliqué à percevoir puisque déjà, même encore à cette époque, J'imagine. on n'a pas forcément une assise de Rome, très nette. Heu, En tout cas, les personnages, de l'élite religieuse se perçoivent comme des membres de l'élite, hein, ça tout est clair là-dessus et appartiennent parfois à certaines factions. Je pense par exemple, aux évêques burgondes qui vont continuer à vivre un petit peu en vase clos puisque la Burgondie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va perdre, son son statut d'autonomie puisque le royaume burgonde va tomber, déjà à l'époque des fils de Clovis, mais il va continuer d'avoir un petit peu une semi-autonomie, au sein des royaumes francs. Ça va être un royaume qui va essayer de garantir un petit peu sa spécificité, son particularisme, au niveau de son élite, par exemple et donc parfois les évêques vont prendre fait et cause contre ce genre de situation. C'est pareil aussi pour les évêques austrasiens. On voit un petit peu la différence entre les évêques austrasiens et les évêques austriens en fonction voilà, de où penche un petit peu la balance politique. Mais, au niveau de la au niveau en tout cas de la création, de l'élite religieuse, ça va être très lié, voilà, au statut, de l'Église en elle-même. C'est-à-dire que l'Église existe, l'Église se perpétue et finalement elle se perpétue au-delà des successions royales et au-delà de ce que pourrait représenter par exemple l'unification d'un royaume unique ou en tout cas la partition d'un royaume unique en plusieurs petits sous-royaumes. Quelque chose qui se perpétue avec un peu plus de soucis en revanche, pour faire une transition toute trouvée, c'est la monarchie mérovingienne elle-même, puisque sur la fin ça se passe quand même nettement moins bien. Au cours des années 700, donc début du 8e siècle, il y a donc ce qu'on appelle les rois fainéants, d'une part, et du coup une autre famille qui va commencer à se dire que son heure est peut-être venue de se manifester, de profiter un petit peu de la situation, qui sont les Pipinides, qui vont ensuite devenir les Carolingiens, d'autre part. Est-ce que tu veux bien nous reposer un petit peu ce contexte d'un côté avec ces pauvres rois qu'on a traités de fainéants, et de l'autre côté cette très ambitieuse dynastie qui va se substituer à la première. Oui, alors déjà le principe même de roi fainéant, c'est une appellation qui a fait couler beaucoup d'encre puisque nous quand on voit le côté fainéant, oui, c'est vraiment ce côté, feignant qui ne fait rien, voilà, qui se laisse un petit peu, trimballer, de ci de là. Heu, ce qui est montré en général, c'est que l'utilisation de cette terminologie de roi fainéant, donc qui est due à Eginhard, elle est plutôt liée en fait au principe du fait de ne faire néant, c'est-à-dire de ne rien faire du tout, de ne pas marquer son emprise, la politique de son temps. Donc ce sont des rois en fait finalement dont on dit qu'ils n'ont pas eu d'intérêt politique, qui n'ont pas eu voilà, donc la fabuleuse image que tu nous montres du char tiré par les bœufs. Bon, je rappellerai assez souvent que normalement le principe d'être tiré par des bœufs, c'est quelque chose qui est très lié aussi aux élites, donc c'est pas uniquement, quelque chose d'infamant, quelque chose de proportionnellement ridicule. Mais bon là, ça a été utilisé et détourné par le 19e siècle. Mais, voilà, donc c'est souvent ces rois fainéants
qui apparaissent dans toute fin du 7e siècle et surtout jusqu'au milieu du 8e siècle, sont en fait des souverains qui vont perdre considérablement de leur importance, politique et militaire. Ce sont souvent des souverains qui vont être très jeunes, qui vont être aussi assez dirigés ou assez brinque-ballés par les événements. On a des rois qui vont être déposés, qui vont être, réinstitués, heu, souvent dans des conflits militaires assez violents entre les membres en fait de l'élite neustrienne et l'élite australienne, qui sont les 2 royaumes principaux, mérovingiens et finalement ces souverains, bah, vont un peu se déliter, puisqu'on va un peu perdre même de leurs traces. Moi je suis très embêtée par exemple pour ce qui est de ma thèse pour en tout cas les femmes de cette époque puisqu'on n'en parle pratiquement plus. On voit pratiquement plus de reines, surgir, on voit pratiquement plus de petits princes ou de choses comme ça. Le côté dynastique, le côté familial disparaît complètement et on se demande même si ces rois parfois sont liés les uns aux autres. Parce qu'à certains moments, on se demande: «Mais où est-ce qu'ils sont allés le chercher celui-ci?» Très inopinément, on a l'impression qu'en fait, ils sont allés chercher le premier Pékin venu et qu'ils nous ont dit: «Regardez, c'est le nouveau roi». On a vraiment du mal à relativiser cette dynastie à la fin qui vraiment se meurt, un peu comme un poisson hors de l'eau et qui finit par être complètement remplacé, oui, par les Pipinides, qui sont eux, en fait, une famille, très ancienne, en fait, puisque les 1ers membres de la famille des Pipinides, apparaissent déjà du vivant de Brunehild. Le 1er Pépin, 1er Pipin, est un des membres justement de la faction qui défait Brunehild et qui la livre à Clotaire II. Donc d'une famille très ancienne, qui va monter en importance en fait, du côté australien, autour des souverains australiens et parfois qui vont tenter de les challenger ou en tout cas d'avoir une autorité, sur eux. Bon ça c'est plus complexe à relativiser puisque comme je le disais on manque de sources, donc on ne sait pas très bien à quel degré est-ce qu'ils ont essayé de prendre le pouvoir une première fois ou en tout cas on a essayé de les faire passer pour des preneurs de pouvoir. Mais en tout cas, au 8e siècle, ils s'élèvent comme des co-souverains presque, mais en tout cas, ils ont pris le pouvoir, ils ont pris un ascendant en Australie qui n'a plus de roi à cette époque, déjà. Donc ce sont eux qui sont les maîtres un petit peu du territoire, australien et qui vont ensuite essayer de prendre le pouvoir de manière complète sur le reste de la Gaule. Pour ce qui est un petit peu des dates, on considère en général que le dernier souverain mérovingien va être déposé en 751, donc c'est Childéric III et il va être déposé, de manière unanime en disant: «Bon, bah, c'est bon, en fait, maintenant c'est Pipin III, donc qui sera Pépin le Bref, qui devient le nouveau souverain». Donc c'est presque quelque chose qui se fait, par décision collégiale, hein, décision collective, de tout le monde qui décide que bon, maintenant c'est, la farce a assez duré, ces rois pantins ne devraient plus exister et on va obtenir un vrai roi qui a une vraie autorité, qui a un vrai ascendant. Voilà, magnifique tableau. On voit le dernier roi mérovingien se faire tondre pour être ensuite envoyé, sur terre et perdre de sa dignité, à prétendre au pouvoir. Donc je précise d'ailleurs qu'il s'agissait aussi d'une punition qu'on a retrouvée assez souvent sous la dynastie, puisqu'on a d'autres personnages, heu, de jeunes souverains qui ont été comme ça, ou en tout cas de jeunes princes qui ont été tondus et mis dans un monastère. Voilà, Pépin le Bref qui a été maire du palais, mais Pépin le Bref, donc Pépin III, comme tu disais, qui a surtout été le premier, du coup, carolingien. Celui Oui, qui commence effectivement. par être maire du palais et qui s'affranchit de la charge avec donc cette décision quasiment collégiale, quasiment unanime des grands du royaume de dire bah en fait on va passer à autre chose parce que de toute façon on est déjà de fait passé à autre chose. Oui, voilà, ça faisait longtemps que ça couvait, même si, des personnages aussi importants, par exemple, que Charles Martel continuaient voilà, de sortir de temps en temps leur petit roi pour essayer de le montrer à la population. Charles Martel qui, du coup, n'a jamais été roi, mais n'était que maire du palais. Heu, mais on voyait déjà de toute façon qu'il y avait de moins en moins d'emprise à ce moment-là, de ces souverains mérovingiens qui ne pouvaient plus vraiment faire grand-chose par eux-mêmes. Moi, ma dernière question, ce serait du coup de la même façon qu'on s'est posé la question pour l'Église tout à l'heure, et là on voit la montée des Carolingiens, enfin Pipinides puis Carolingiens, c'est la même famille, mais il y a deux appellations. Euh, Finalement, ces grandes familles aristocratiques qui s'imposent et qui finissent par imposer leur volonté aux pauvres mérovingiens de la fin de la dynastie qui se retrouvent un peu brinque-ballés comme ça au gré des événements, ces grandes familles aristocratiques, d'où elles sortent et comment est-ce qu'elles ont pu imposer leur autorité? C'est une question qui est assez difficile à répondre parce que finalement, à part les Pipinides, en fait, on a très peu
de dynasties qui enfin de dynasties d'élite aristocratique comme ça que l'on connaît. Moi, c'est ce qui me fait pleurer des larmes de sang pour ma thèse, puisque c'est très difficile de savoir si les Pépinides sont une exception ou s'ils font partie un petit peu de la norme, de l'élite aristocratique. Mais, en général, ce sont des familles qui sont très liées en fait à des régions. Ce sont des familles qui sont très incluses dans les charges, politiques et les charges curiales, par exemple, ou les charges militaires. On a beaucoup, par exemple, de ces familles qui comportent des évêques, des des membres importants de voilà, de du gouvernement local et qui sont liés, en fait, à une entité géographique surtout, qui a constitué un petit peu leur bastion et sur lequel, en fait, ils vont commencer à étendre un petit peu leur influence, donc souvent par le biais de fondations, en fait, hein, puisque ce sont des fondations religieuses, des monastères, des patries et des reliques, ce genre de choses et qui vont les aider progressivement à étendre un peu une influence, heu, parfois militaire, parfois agricole, parfois, financière voilà, sur des territoires. On a d'autres occurrences, par exemple dans la chronique de Frédéguerre, on voit passer d'autres personnages très, très importants, hem, sur, voilà, sur, des personnages éminents de la cour neustrienne, mais dont on n'a pas en fait un un exemple assez, enfin, on n'a pas une reconstitution de ces familles, on ne peut pas savoir depuis combien de temps est-ce qu'elles existent, ni comment est-ce qu'elles se sont perpétuées. Donc c'est assez difficile de savoir si ces familles ont suivi une trajectoire ascendante, de la même manière que les Pépinides et que les Pépinides auraient fini par les dépasser à un certain moment ou si, finalement les Pépinides sont un petit peu l'exception ultime de comment est-ce qu'on crée une dynastie en devenir. Si je te suis bien, on n'est pas sur, pour casser cette idée peut-être qui pourrait rester, on n'est pas sur, encore une fois, une aristocratie féodale, héréditaire, avec un fief, avec une influence précise. On est plus sur une élite plus ou moins régionale, qui va exercer qui des fonctions ecclésiastiques, qui des fonctions économiques, qui des fonctions administratives, et qui de fait, parce que de génération en génération, dans ce coin-là, ils vont se passer les offices euh, toujours plus ou moins au sein de la famille ou des branches de la famille, vont s'imposer comme étant des acteurs incontournables avec lesquels il faut composer pour gouverner efficacement le royaume ou les royaumes quand le monde mérovingien se retrouve morcelé. Oui, effectivement, oui. Tout ce qui est un peu le fief, le domaine, tout ça, ça n'existe pas du tout. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout avant encore, plusieurs, enfin, quelques années. Mais, du coup, on a quand même un petit peu parfois des centres qui sont liés quand même, des centres, d'autorité qui sont liés un petit peu à certaines familles, autour souvent d'une fondation, des monastères ou de ce genre de choses. Donc ça existe quand même un petit peu, mais ce n'est pas du tout, le fief, la mode castrale, tout ce qu'on connaîtra après. Ça sera beaucoup plus tardif. Ah oui, c'était pour justement évacuer cette idée qu'on pourra avoir par défaut, puisque la période donc, du Haut Moyen Âge ou de l'Antiquité tardive, ça se chevauche un petit peu, c'est une période qu'on connaît un peu moins, et c'est parfois difficile de se représenter comment on passe de la société romaine à la société féodale plus tardive, donc j'ai préféré poser la question pour déminer Oui, le sujet. je vois une question dans le chat. Effectivement, Stiophane Heu, 26, est-ce que les Pépinides ont transformé la charge de maire du palais en une charge héréditaire et l'ont donc légitimée face à celle du roi, donc avant l'avènement des Carolingiens, si je comprends bien. C'est-à-dire en alors parallèle de la monarchie mérovingienne. c'est une question qui est assez complexe à répondre puisque, tout ce qui est la charge de mère du palais, finalement, on ne sait pas tellement comment est-ce qu'elle, elle pourquoi est-ce qu'elle existe? C'est quelque chose d'assez complexe à définir, les charges, mérovingiennes sont assez difficiles parfois à comprendre en elles-mêmes. En tout cas, ce que moi j'en pense par rapport à mes recherches, par rapport à mes déductions personnelles, c'est qu'en tout cas, c'est une charge qui est très importante de base, mais c'est une charge qui va continuer d'acquérir vraiment une importance, sous les Pépinides, puisqu'ils vont commencer à concentrer énormément de pouvoir qui va dépasser un petit peu le cadre, du maire du palais en soi. Oui, donc ça devient après une légitimation face à celle du roi, mais de base, c'est quand même un pouvoir, une charge qui n'est pas héréditaire, hein, mais qui devient héréditaire puisque de toute façon les Pépinides réussissent à s'imposer, majoritairement sur ce ils vont assez coopter, cette fonction, mais mais de fait, c'est quand même une charge qui a une importance, assez significative dès le début, quoi. Puisque c'est quand même un office qui est lié à tout ce qui est le fait de faire fonctionner le palais, de faire fonctionner le gouvernement, donc on est vraiment lié quand même à des charges qui sont importantes de base.
Donc oui, de mémoire, Mère du Palais, ça peut être comparé, alors du coup c'est du grec, donc je vais être incapable de le prononcer, mais il me semble que c'est chez Dumézil que j'ai lu que la charge de Mère du Palais a un équivalent byzantin qui apparaît à peu près à la même période. Donc effectivement avec cette espèce de superintendant du palais qui est chargé d'organiser la vie du monarque au quotidien, et que progressivement, comme chez les Mérovingiens en fait, la charge commence à grignoter les charges adjacentes jusqu'à devenir une espèce de super ministre qui supervise énormément de choses. Et chez les Mérovingiens, cet aspect-là a juste été poussé à l'extrême avec tous les poteurs à fond, jusqu'au moment où ça devient, comme tu disais, un co-dirigeant euh, qui est tellement impossible à ignorer, impossible à déloger, que de fait la charge devient héréditaire, mais parce qu'on ne peut plus déloger les pipinides qui s'y Et sont voilà, accrochés. on est complètement dessus. Oui, oui, de toute façon, Dumézil a parfaitement raison là-dessus. En tout cas, moi aussi, c'est comme ça que je l'aperçois. Bah écoute, apparemment il n'y a plus trop d'autres questions. Il y a Diane de Joyeuse qui nous a reconnu qu'on avait déjà fait un beau tour du panorama et qu'elle était déjà très contente d'avoir appris plein de trucs. Donc moi, à partir du moment où on me dit qu'on a appris des trucs, j'estime que la soirée n'est pas du tout perdue. Loin de là. Bah, je te remercie encore une fois, Justine, de t'être rendue disponible, d'avoir accepté de discuter de ton sujet de thèse et puis de la période d'intérêt et d'expertise qui est la tienne au-delà de ton seul sujet de thèse. Mais merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir proposé cette initiative, puisque ça m'a fait très plaisir et j'espère que les gens vont quand même apprécier, de m'entendre parler, même si, s'il y a eu quelques difficultés techniques, évidemment, mais c'est des aléas un petit peu du live. Oui, c'est vendu avec. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, à passer sur YouTube, à vous abonner, à mettre la cloche. Je redis ce que j'ai déjà dit, forcez votre famille à regarder tous les épisodes de la chaîne, hein, c'est pas perdu, ça va leur apprendre des trucs. Encore merci Justine, encore merci à vous tous d'avoir été présents, d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, bonne chance avec la canicule, et à la prochaine.